Bonjour à tous, merci d'être là, et j'espère sincèrement que ce moment d'échange vous sera utile. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se penche ensemble sur une question que beaucoup d'entre nous se posent, souvent de manière diffuse, parfois de manière très pressante. Quand la vie nous submerge, comment devenir calme sous pression? Peut-être que vous vous reconnaissez dans ces situations où le stress monte, où une multitude de petits soucis se transforme en un gigantesque mur infranchissable. Peut-être êtes-vous sous l'emprise de pression professionnelle, familiale, sociale, voire intérieure. L'idée que vous devriez être parfait, à la hauteur de toutes les attentes, qu'il s'agisse de vos proches, de votre boss, de la société ou de votre propre ambition. Et vous vous dites, mais comment garder la tête froide? Comment rester serein alors même que les injonctions se multiplient? Vous l'aurez compris, je ne suis pas là pour vous livrer des banalités ou un énième discours superficiel. J'aimerais au contraire vous montrer que la philosophie, notamment le stoïcisme, peut nous apporter non pas des formules magiques, mais de réels outils pour approcher la pression et l'anxiété de façon constructive. C'est important, à la fois parce que nous sommes dans une époque saturée de stimuli, des notifications constantes, une compétition effrénée dans certains milieux, une exigence de performance toujours plus forte. Et parce qu'il existe des méthodes millénaires qui peuvent toujours nous éclairer, pour peu qu'on les actualise, et qu'on les relise à la lumière de nos problématiques modernes. Alors aujourd'hui, je vais commencer par poser la question, en quoi le stoïcisme peut-il vraiment nous aider à tenir bon sous pression, à garder notre sang-froid? Je sais que certains d'entre vous peuvent se dire, le stoïcisme, c'est vu et revu. On nous rabâche qu'il faut se concentrer sur ce qui dépend de nous et lâcher prise sur le reste. Mais ça, on le sait déjà. Je vous répondrai, oui, certes, on l'a souvent entendu. Mais de quelle manière l'appliquons-nous dans nos vies concrètes? Commençons sans plus tarder. Venons-en à l'idée forte, celle qui traverse tout le stoïcisme et qu'on résume souvent à la phrase d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Peut-être êtes-vous déjà familier de cette maxime, c'est un socle, mais vous allez voir qu'elle recèle des implications multiples, parfois sous-estimées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que l'événement en lui-même n'est pas la cause directe de notre souffrance ou de notre stress. C'est plutôt l'interprétation qu'on en fait. Les illusions qu'on bâtit autour, les anticipations, souvent catastrophistes, qu'on nourrit. Bref, il y a un monde entre ce qui se produit factuellement et la tempête émotionnelle que l'on ressent. Dans le contexte actuel, il y a des millions de facteurs qui ne dépendent pas de nous. La saturation de nos boîtes mail, les crises économiques, la concurrence, le comportement des internautes, les algorithmes, la fluctuation de nos marchés. Et en même temps, on est sans cesse poussé à croire qu'on devrait tout maîtriser, tout anticiper. Or, cette croyance génère un sentiment de pression redoutable. Nous nous disons, si je ne parviens pas à tout contrôler, je suis mauvais, je suis incompétent. Mais c'est impossible, personne ne peut tout contrôler. Le stoïcisme nous encourage donc à réaligner nos attentes avec la réalité des choses, à canaliser notre énergie vers ce qui est véritablement en notre pouvoir, nos choix, nos actes, notre façon de réagir mentalement, plutôt que de nous épuiser à courir derrière ce qui nous échappe. D'où découle une conséquence cruciale. Devenir calme sous pression, ce n'est pas supprimer toute pression extérieure, chose irréalisable, c'est comprendre comment, en notre fort intérieur, nous pouvons créer un espace de lucidité, réduire les illusions et accepter ce que nous ne pouvons pas changer, tout en agissant sur ce que nous pouvons changer. Maintenant, j'ai envie de vous donner des exemples concrets, un peu moins classiques que la simple averse ou trahison amicale, pour voir comment, aujourd'hui, on peut appliquer ce principe stoïcien. Imaginez que vous publiez un contenu, une vidéo, une photo, un texte, sur Instagram, TikTok ou LinkedIn, et que vous attendiez un certain nombre de likes ou de commentaires élogieux. Vous actualisez frénétiquement votre page. Au bout d'une heure, vous voyez que l'engagement est faible, peut-être quelques réactions, et vous vous sentez déçu, voire humilié. Votre morale descend en flèche. Que se passe-t-il? En réalité, vous êtes en train de projeter la valeur de votre personne sur un résultat, des likes, des partages, qui ne dépend pas entièrement de vous. Peut-être que l'algorithme ne vous favorise pas, peut-être que vos followers ne sont pas connectés à ce moment-là, mais vous en faites une affaire personnelle. Je suis nul, mon post est inintéressant, les gens ne m'aiment pas.
Les stoïciens nous diraient « Tu ne contrôles pas la réaction des autres, ni celle de l'algorithme. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi, la qualité de ton contenu, ta persévérance, la sincérité de ta démarche. En revanche, tu n'as pas prise sur le fait que 10 000 personnes vont ou non partager, commenter. Alors, à quoi bon t'infliger cette souffrance ? Prenez la situation d'un cadre ou d'un indépendant qui croule sous les emails, les sollicitations, les deadlines serrés. Il se dit « Il faut que je réponde dans l'heure à tout le monde. Il faut que je sois parfait. Il faut que je surpasse mes concurrents. Il faut que je sois disponible 24 heures sur 24. » Cette personne vit dans un état de tension quasi permanent. Or, que constate-t-on souvent ? Que personne n'exige réellement qu'il soit sans arrêt joignable, mais c'est lui-même qui, par peur ou par injonction interne, se met la pression. Il imagine que s'il ne répond pas immédiatement, on va le juger incompétent ou paresseux. C'est parfois vrai dans certains milieux, mais souvent c'est d'abord une croyance, une exagération. En stoïcien, on dirait « Discernons le fait réel, une charge de travail, des délais, de la croyance anxiogène. Je dois être un super-héros omnipotent. » Ensuite, voyons ce que l'on peut faire concrètement. Planifier, hiérarchiser, déléguer, négocier. Et ce qui ne relève pas de nous, l'urgence perçue par certains, les imprévus techniques. Autre exemple, vous avez peut-être des parents ou des proches qui attendent de vous un certain parcours, un certain résultat, que vous soyez médecin, que vous réussissiez telle carrière, que vous ayez tant d'enfants, etc. Vous ressentez une forme de pression permanente à l'idée de décevoir. Du coup, vous pouvez vous sentir stressé, obligé de répondre à des normes. Souvent, on voit ça chez des gens qui culpabilisent de ne pas satisfaire une image qu'on a projetée sur eux. Là encore, la pensée stoïcienne nous rappelle. La pression naît parce que vous internalisez les jugements, les désirs d'autrui, au point de les confondre avec les vôtres. Vous ne contrôlez pas ce que pensent vos parents ou vos proches. Vous ne pouvez pas décréter qu'ils vont soudain adopter vos choix de vie. Ce que vous contrôlez, c'est votre intégrité, votre clarté sur vos objectifs, votre façon de communiquer, de vous expliquer, éventuellement de dire non. Dans tous ces exemples, on voit bien que le problème n'est pas l'événement en soi, un commentaire désobligeant, un mail tardif, un parent critique. Le problème, c'est la charge émotionnelle qu'on y associe, nos illusions. Être aimé de tous, être ultra performant en tout temps, être un enfant parfait pour ses parents, etc. Et notre manque de lucidité quant à ce qui dépend réellement de nous. Les stoïciens, depuis Épictète jusqu'à Marc Aurèle, en passant par Sénèque et d'autres moins connus, Musonius Rufus, Cléanthée, nous rabâchent ce thème d'une façon ou d'une autre. La cause première de notre trouble, c'est notre jugement, non pas la réalité objective. Nous pouvons librement, ou avec un certain entraînement, orienter notre jugement pour que la pression extérieure n'engendre pas une souffrance démesurée. Seulement, j'entends déjà une objection. Vous pouvez me dire, c'est un peu simpliste de dire qu'il suffit de changer de jugement. Quand la réalité est dure, la réalité est dure. Oui, en effet, la réalité peut être dure. Le stoïcien ne nie pas cela. Il ne s'agit pas de peindre le monde en rose. S'il y a un licenciement, s'il y a une épidémie, s'il y a un deuil dans la famille, on ne va pas se dire « Oh, ce n'est rien, je change mon jugement ». Non, la réalité implique parfois de la douleur, de la tristesse, de la nécessité d'agir pour survivre, se soigner, rebondir. Ce que le stoïcien propose, c'est de ne pas ajouter à la douleur inévitable une souffrance supplémentaire, celle que nous créons par la rumination, l'autoflagellation, la colère contre l'incontrôlable. Et c'est justement dans ces moments de crise que l'esprit stoïcien prend toute sa valeur. Dans le monde actuel, beaucoup de gens sentent une angoisse climatique. La planète se réchauffe, la biodiversité s'effondre, on anticipe des catastrophes. On peut se sentir totalement submergé, voire tétanisé par ces informations. Alors, comment le stoïcisme s'applique-t-il là-dedans ? D'un côté, vous ne pouvez pas arrêter le changement climatique d'un claquement de doigts. Ce n'est pas totalement en votre pouvoir individuel. De l'autre, vous pouvez moduler votre impact personnel, votre engagement politique, votre participation à des actions collectives, vos choix de consommation. Ainsi, vous n'êtes pas condamné à l'impuissance. Mais si vous nourrissez l'illusion que vous devriez sauver le monde à vous seul, vous allez crouler sous la pression et la culpabilité. Le stoïcien dirait « Fais ce qui dépend de toi et ne te mine pas pour ce qui dépasse largement ta sphère d'influence. »
Autre cas subtil. Beaucoup de gens sentent un conflit intérieur entre ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient être ou croient qu'ils devraient être. Ils se disent « je devrais être plus mince, plus musclé, plus cultivé, parler 3 langues, gagner plus d'argent, avoir plus d'amis ». Bref, ils subissent une pression interne qui vient souvent de comparaisons, réseaux sociaux, entourage. Le stoïcisme nous rappelle que nombre de ces comparaisons sont basées sur un jugement externe et des images idéalisées. Les stoïciens invitent à se recentrer sur la question « Quelle est ta nature et qu'est-ce qui est en accord avec ta vertu, ton excellence propre ?» En d'autres termes, au lieu de vivre dans l'illusion que vous devez être un super-humain selon les critères du moment, pourquoi ne pas cultiver vos talents réels, travailler à votre progression personnelle et accepter les limites inhérentes à votre condition? Loin d'être un appel à la passivité, c'est plutôt une manière d'éviter une souffrance auto-infligée. Trop souvent, on voit des étudiants ou des lycéens complètement paniqués à l'idée de rater un examen, un concours. Ils se mettent dans un stress tellement fort qu'ils en perdent le sommeil, la joie de vivre et parfois la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'ils fusionnent leurs valeurs personnelles avec la note ou le résultat, alors que dans un cadre stoïcien on dirait « fais de ton mieux, révise avec sérieux, donne-toi les moyens de réussir, mais ne t'identifie pas complètement au verdict ». Tu ne contrôles pas la difficulté du sujet, la correction du professeur ou la concurrence des autres candidats. Ce que tu contrôles, c'est ton implication, ta discipline, ton état d'esprit. Maintenant, j'entends des voix qui pourraient dire « c'est facile à dire, mais que fait-on de la souffrance émotionnelle? On ne peut pas juste la balayer par un change de perspective. » Et vous avez raison, ce n'est pas facile. D'où l'idée d'un entraînement. Les stoïciens ne disèrent pas « d'un coup, tu vas être sage ». Ils parlaient d'exercices, de pratiques quotidiennes, comme la méditation, la préparation mentale, l'écriture d'un journal, le fameux Premeditatio Malorum, imaginer à l'avance les difficultés pour mieux s'y préparer. C'est un processus. Et nous, modernes, pouvons puiser dans les ressources de la psychologie cognitive pour renforcer cet entraînement. Par exemple, la thérapie cognitive et comportementale, TCC, rejoint certains principes stoïciens. Repérer les pensées automatiques négatives, les remettre en question, développer des schémas de pensée plus réalistes et nuancés. En d'autres termes, l'objection « c'est plus facile à dire qu'à faire » est légitime, mais la réponse est « oui, c'est vrai ». Mais c'est faisable si on y travaille, si on s'exerce, si on est déterminé. Nous arrivons à un point où l'on peut réaffirmer la thèse générale stoïcienne d'une manière plus globale, et je l'espère, moins convenue. Oui, on peut échapper à une grande partie de la souffrance liée à la pression en changeant nos jugements, en remaniant nos illusions et en acceptant pleinement la réalité telle qu'elle est, sans pour autant cesser d'agir là où on peut agir. Au lieu de subir la pression comme une fatalité, nous pouvons reconnaître que beaucoup de cette tension naît de nos exigences irréalistes, de nos peurs irrationnelles, de nos attentes souvent dictées par le monde extérieur. Et si nous prenons le temps de clarifier ce qui dépend vraiment de nous, nos choix, nos actes, nos évaluations internes, alors la pression baisse, ou du moins se transforme en un défi gérable, et non plus un gouffre angoissant. Alors, je voudrais souligner que le stoïcisme, dans sa version originelle ou contemporaine, n'est pas juste un moyen de gérer le stress. C'est une philosophie de vie qui nous pousse à cultiver notre part rationnelle, à nous rapprocher de la nature, ou de la réalité, si vous préférez ce terme, et à développer une forme de liberté intérieure. Marc Aurèle, par exemple, parle souvent de la façon dont l'âme peut se tenir droite et sereine au cœur même des pires tumultes, à condition de ne pas se laisser emporter par les jugements trompeurs. Il ne s'agit pas de nier les émotions. Il s'agit de les comprendre, de les traverser, de ne plus en être l'esclave. En stoïcisme, on souligne que l'émotion initiale, l'instinct, est souvent automatique, mais que la façon dont on l'entretient ou l'amplifie dépend de nous. Avant de clore, j'aimerais dire pourquoi ce sujet me tient autant à cœur. Moi aussi, j'ai longtemps été pris dans des engrenages de pression. Devoir rendre des travaux impeccables, être disponible pour mes proches, répondre à des injonctions contradictoires, me comparer à d'autres plus brillants que moi. Et j'ai vu, à travers la lecture de philosophes stoïciens, et d'autres écoles, bien sûr, qu'il y avait un chemin pour desserrer l'étau. Non pas pour tout contrôler,
mais au contraire pour accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Cela m'a libéré une énergie incroyable, que j'investis désormais dans les actions qui en valent la peine. C'est pour ça que je vous invite, vous aussi, à expérimenter, à lire ou relire Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, voire à regarder ce qu'en disent des psychologues contemporains qui s'en inspirent. Vous verrez, ce n'est pas un pensum théorique, c'est un art de vivre. Pour finir de façon pratique, résumons en 4 étapes simples et concrètes dans l'esprit stoïcien, mais adaptées à notre monde moderne. Repérez les illusions et les désirs irréalistes. Prenez un moment pour faire la liste de ce que vous attendez d'une situation, au travail, en famille, sur les réseaux sociaux. Demandez-vous, est-ce que j'attends quelque chose que je ne peux pas garantir? Suis-je en train de vouloir être aimé de tous ou de vouloir contrôler la façon dont les autres réagiront? Chaque fois que vous identifiez une attente qui dépasse votre sphère de contrôle, notez-le. Rien que ce repérage peut déjà vous soulager. Identifiez clairement ce qui dépend de vous. Dans chaque situation, posez-vous la question, concrètement, qu'est-ce que je peux changer ou influencer? Mon action, mes paroles, mon temps, mes efforts, mon organisation, ma préparation. Concentrez-vous sur ça et essayez de lâcher. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tentez le reste. C'est-à-dire l'opinion d'autrui, le jugement d'un supérieur, les circonstances externes, etc. Adoptez une pratique d'entraînement mental. Cela peut être la méditation, par exemple la méditation stoïcienne, où vous passez en revue vos émotions de la journée, l'écriture d'un journal, l'usage de citations stoïciennes comme mantra, la préparation mentale avant un événement stressant, la fameuse préméditatio malorum, où vous vous imaginez le pire scénario pour en être moins surpris. Le but est d'ancrer ces principes dans votre quotidien, pas juste de les comprendre intellectuellement. Enfin, la sérénité ne naît pas de la théorie seule. Il faut agir, tenter, parfois échouer, apprendre. Si vous redoutez la pression d'un examen, révisez concrètement, parlez à des professeurs, échangez avec d'autres élèves. Si vous êtes stressé par les réseaux sociaux, fixez-vous une règle de publication, par exemple, un créneau précis par jour. Et tenez-vous-y, sans vous obséder sur le nombre de likes. L'action vous ramène au présent, vous empêche de trop ruminer les scénarios anxiogènes. Avec ces 4 points, vous avez déjà un canevas suffisant pour commencer à vous entraîner à cet état d'esprit stoïcien, c'est-à-dire lucide, déterminé et paisible quand il le faut. En fin de compte, si je dois résumer en une phrase l'ensemble de ce long exposé, ce serait « Vous pouvez apprendre à réduire la pression en identifiant les illusions qui la nourrissent, en concentrant vos efforts sur ce qui dépend vraiment de vous et en acceptant lucidement ce que vous ne maîtrisez pas. C'est un art, pas un tour de magie. C'est un chemin, pas un sprint. Nous vivons une époque remplie de défis, de compétitions, de comparaisons, de crises, qui nous dépassent parfois. Mais le stoïcisme nous rappelle que l'essentiel se joue dans la manière dont nous nous représentons ces défis et dans la façon dont nous choisissons d'y répondre. Cela implique de la discipline, de la constance et une certaine humilité. Reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants, mais que nous avons toutefois un formidable pouvoir sur nos jugements et sur nos actions. Je vous invite à expérimenter, à pratiquer au jour le jour et à ne pas vous décourager si, parfois, la pression l'emporte. Chaque instant offre une nouvelle occasion de revenir à ce discernement lucide, d'ajuster nos attentes et de recentrer notre énergie. Si vous êtes toujours là à m'écouter, écrivez force intérieure en commentaire. Ça nous rappellera qu'on avance ensemble et qu'on se motive les uns les autres. Merci encore et bon courage dans cette quête de sérénité active. Puissiez-vous découvrir, au-delà des mots, la joie qu'il y a à trouver un équilibre intérieur au milieu des turbulences extérieures. Un calme sous pression qui n'est pas d'émission, mais présence lucide et engagement modéré. C'est là toute la promesse et toute la beauté d'un stoïcisme vivant et renouvelé.